bonjour et bienvenue à Impact Pot. Alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et franchement, dans des moments difficiles, c'est bien d'être entouré par mes potes. Je suis content alors de vous retrouver mes amis après ce dur week-end de rugby. Le première personne, c'est notre première deuxième ligne, Théodore de Saint-Rémy. Comment ça va mon Théo ? On est obligé de dire que ça va, parce que le sport est un jeu et le rugby est un sport qui est un jeu. Et perdre au jeu, il n'y a pas mort d'homme. Voilà, donc ça va, mais j'ai quand même bien les boules. Exactement ça, exactement ça. Et comme toi, j'imagine mon cher Charlie Bayer qui a joué ce week-end à CBB. En effet, je suis content d'avoir à nouveau foulé les terrains après ma petite blessure, mais c'est pas le score du match joué qui a remonté mon moral de rugby, vu qu'on a perdu aussi contre le premier de poule Évreux avec la CBB. Mais après une journée passée sous la douche en position fétale, je me sens un petit peu mieux. Allez, on va démarrer avec notre petit moment franco-américain cette fois-ci, si vous me permettez. C'est Victor Wembanyama, le français, qui va démarrer dans la NBA d'ici une semaine. Et franchement, ça va être quelque chose de spécial, les garçons. Donc, jeudi prochain, le NBA, ça démarre. Ils jouent pour des Spurs. Premier match dans 10 jours, on va dire. Et franchement, ouais, je pense que ça peut être intéressant de au moins regarder des best-of ou des highlights des NBA. Ça peut être Dans les matchs préparatoires, il fait déjà très fort. Hein. Exactement. En parlant toujours des États-Unis, si je peux, mais rugby cette fois-ci. Les Eagles femmes, ils ont battu Samoa 36-26. Oui, donc je parle de la Women's Cans, le nouveau série, on va dire, qui se passe en ce moment, qui a démarré ce week-end dernier et qui, en fait, la France va jouer aussi. Je vous invite à aller taper WXV Rugby et vous allez voir, vous allez mieux comprendre. Donc nous, la France, on est dans un pool où on va jouer 3 différentes équipes, donc Nouvelle-Zélande, Australie et Canada. Et on est dans un pool où les deux autres équipes vont faire la même. C'est l'Angleterre et Pays de Galles et on va voir qui fait le mieux. Donc ça va être intéressant. Et en fait, par la suite, il y aura un montée et une descente. Charlie, je sais qu'on a parlé plusieurs fois de montée et descente destination. Mais dans ce WXV ou W15, il y a un montée et descente du 3e et 2e. Et pas tout de suite dans le premier rang, mais d'ici un an ou deux, ça va être pour dans les 3 différentes zones. Donc c'est super intéressant à creuser. Ça nous fait un chouette long à l'autre consolation. Ce serait un peu pas prendre mesure de ce que ça peut être, mais ça va nous consoler, disons, de la défaite des Français, d'aller observer les Françaises dans cette compétition. Et oui, ça peut être peut-être que la World Rugby se sert de ça comme d'un test pour éventuellement faire ses montées-descentes dans d'autres tournois. Ça peut être très sympa à regarder. En parlant de World Rugby, on a toujours du fantasy. Et c'est Mara qui est toujours en tête. Moi, je suis loin derrière. Il va peut-être gagner son t-shirt pack de potes. Et en parlant de t-shirt plutôt maillot, cette fois-ci, n'oubliez pas qu'il y a un tombola par l'association Les Petits Courageux. Le Petit Courageux, c'est pour des jeunes enfants qui ont un craniosténose. Et on organise un tombola pour un joli maillot de notre 15 de France signé par plein de super joueurs sur notre équipe de France. Et c'est pour la bonne cause des maladies rares. Bon, je vais finir mon côté admin avec un rappel que c'est bientôt novembre. Et quand moi je pense à novembre, je pense à Movember. Et bien sûr, on va bientôt faire un autre petit interview avec Stéphane Beaumont de Movember. Donc n'oubliez pas d'aller chercher Movember, les garçons, sur le web pour savoir comment tu peux aider. Est-ce que vous allez faire la moustache, les garçons ? Moi, le problème avec la moustache, c'est que une moustache, c'est bien, des dreads, c'est bien, les deux, c'est affreux. Moustache, j'ai pas encore réfléchi à cette question. Pour l'instant, c'est pas prévu. D'accord. L'année dernière, j'ai fait une espèce de barbe moustache. Je pense que cette année, je vais raser la barbe complètement et vraiment faire un vrai moustache cette fois-ci. On va voir si j'ai quand même le courage quand je vais voir le barbier. À creuser. Tu veux pas tester la moustache barbe de Lemmy de Motorhead ? Il faut que je le google d'abord. Et si tu le fais, Charlie te prête son t-shirt Motorhead. Son t-shirt mythique. Allez, on va passer tout de suite à le match de ce week-end. Pack de potes, terrain 10. Le week-end démarre avec le rouge contre le bleu, donc c'est les Poireaux de Pays de Galles contre les Pumas d'Argentine. Les rouges, ils veulent soit faire des chandelles ou soit donner le ballon à Zamet, qui va vite. Il s'appelle Greased Lightning Zamet et il va mettre un peu de pression tout de suite avec un coup de pied à suivre. Un petit wardrobe malfunction, comme on dit en anglais. On ne sait pas qui est qui chez les rouges car les chiffres ne sont plus sur le dos de leur maillot. Petit combo 13-9-10 et le pote de Charlie il va marquer Dan Bigard. De jamais vu pour moi, au moins, l'arbitre Jaco Pepper se blesse et est donc remplacé par la finisseur Dickinson. Josh Adams et Liam Williams sont très présents pour les rouges. Les avants jouent comme des blacks avec des petits passes après contact, 10-0 à 20 minutes pour les Gallois. Choco Barrez est blessé.
Et globalement, les Argentins n'ont pas de bol, mais ils passent une bonne été et quelques étincelles dans la fin de ce premier mi-temps qui finit en bousculade surveillée par le TMO et 3 points de plus pour les Bleus, 10-6. Argentine continue d'ajouter des points en début de deuxième mi-temps, 12-10 maintenant, Argentine en tête. Les Gallois vont mettre un essai de 9 remplaçants, mais ils ne sont pas à l'abri. Grosse poussée par des Argentins et après un peu de boulot, ça va passer en force par les Pumas. 19-17 pour Argentine vers les 68 minutes. 6 minutes de la fin, les Gallois sont en marche arrière, mais Dyer fait un énorme boulot. Le ballon finit dans les mains de Zamet, mais il manque l'essai par quelques centimètres. Pays de Galles, en quelques minutes encore, ils ont besoin juste d'un pénalité pour gagner. Mais bing, Nicolas Sanchez avec une interception sublime, ça finit 29-17. Le public argentin est en feu, ils ont raison, ils vont en demi-finale. Ouais, c'était un match tout à fait spectaculaire, très beau à voir. Indécis jusqu'à la 70e effectivement, mais quelque part, je trouve que la victoire des Argentins est quand même plutôt méritée. Moi, il m'a semblé que les Gallois ont quand même souffert devant. Ils ont fait une compétition dans laquelle il ne faut pas oublier qu'ils ont failli perdre contre les Fidji. Il s'en était fallu d'un cheveu que Radradra n'attrape ce ballon de la gagne pendant le match de poule et ça aurait été différent pour les Gallois qui ne se seraient pas retrouvés premiers de poule dans ces conditions-là. Et puis, rien que pour l'interception du vieux Sanchez, entre guillemets, je dis pas ça parce qu'il est du Stade français, Charlie, mais ça fait vraiment plaisir de voir cette action-là qui est une action décisive, qui envoie une équipe en demi-finale. C'est magnifique et quel coup de nez et quel coup de génie il a eu pour arriver à renverser la vapeur sur cette action. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce match et je pense que quelque part les Gallois, on avait dit que c'était une équipe qui était en fin de cycle. Je pense que c'est pas plus mal qu'ils s'arrêtent là pour qu'ils puissent se reconcentrer sur la reconstruction de leur rugby, sur l'après Alun Wyn-Jones avec des bons enseignements à tirer. Mais d'une certaine manière, ça aurait peut-être été usurpé qu'ils soient en demi-finale et ça aurait peut-être été pour eux l'arbre qui cache un peu la forêt. Voilà. Oui, alors moi, je ne partage pas ton enthousiasme sur ce match. Pour moi, on s'est fait chier. On s'est ennuyé pendant 1 heure. Je trouvais, j'étais vraiment. Alors, je vous préviens, je vais être. C'était un peu à l'ancienne, c'est vrai. C'était un peu à l'ancienne. Là, je vous préviens, je bouge. Je suis un peu en mode râlage aujourd'hui. Voilà, je vais être très français. Je vais râler et en le regardant, j'avais de la peine pour quelle que soit l'équipe gagnante, en les imaginant en demi-finale contre. Du coup, ils seront contre la Nouvelle-Zélande. Voilà, je me suis dit, ça va être dur pour eux. Ils vont charger. Ils vont charger jusqu'à, bon, évidemment, le dernier quart d'heure, c'était quand même un quart d'heure de folie. Et puis, pour la première heure aussi, j'avais jamais vu un arbitre se faire remplacer dans un match de rugby. Donc voilà, c'était une grande première pour moi. Et comme c'était un type dont je n'avais pas apprécié les vannes en 2019, les vannes d'aéroport, en 2019, ça m'a fait un peu marrer gentiment, voilà. Mais c'est vrai que le dernier quart d'heure était assez de feu. Ouais, Sanchez, bon, bah, peut-être, je le connais pour être passé à Paris en effet, mais ce qui m'a fait plaisir, c'est aussi dans ces matchs coup près, tendus, serrés, de voir que l'expérience fait la différence. Ça fait toujours plaisir. Après, je trouve, même si je râle contre contre ces quarts de finale un peu léger, des poules C et D. Je trouve que ce qui est cool, c'est que jusqu'au bout, il y a quand même eu un suspense dans les 4 matchs qu'on a vus ce week-end, et celui-là en particulier avait sa dose de suspense. Donc finalement, quand même assez agréable à voir. Ce qui compte dans un film, c'est la fin. Et du coup, on a fini par enfin se lever du canapé. Quand tu parles du suspense, le prochain match, il y en a beaucoup. On va parler de Nouvelle-Zélande, Irlande. Bon, ça commence avec le haka couvert par des chansons des supporters des Irish. Ça fait polémique après. Les Verts en forme de 8 pour payer hommage à Anthony Foley. Le match démarre et Wayne Barnes va beaucoup siffler dans ce début de match. Moi, je fais beaucoup de bruit de bouche, comme ça. Oh, ouh, pouf, bang. Pendant 5 minutes, il n'y a que du lourd. 3-0 pour les Blacks. Tour au vert, passe limite pour l'eau, le mec avec le man bun. Dommage car il avait une opportunité. Le 8 Irish prend cher.
6-0 pour les Blacks, Irish de retour, Hanson et Gibson Park avancent. Il tape sur la porte, mais Retallick y gratte et après, Sam Cane y va faire le même. Beauden Barrett dans le milieu de terrain, plein balle. Il est stoppé net par l'eau, mais le jeu continue. Premier essai pour les Blacks, 13-0. Comme dit ma femme, ça fait mal quand même. C'est Bondi Aki qui débloque la situation en battant 5 All Blacks à lui toute seule. Quelle coupe de monde pour ce mec. 13-10. On a un match. Mais par contre, les Blacks sont pas trop gênés. Savea, le podcasteur, va marquer dans le coin 18-10. Le 14 vers Hanson perce et un petit doigt de Aaron Smith touche le ballon. Carton jaune dur, je trouve. Gibson Park, il va profiter tout de suite 18-10. Les premières 40 minutes sont passées très vite. Deuxième mi-temps, le ballon change beaucoup de mains en attendant le retour de Aaron Smith. Irlande souffre un peu, mais ils reviennent à l'attaque. Sevilla saves the day encore avec un autre grattage. Et bang, essai de 70 mètres, Richie Monga démarre le travail et Will Jordan va la finir 25-17. Dommage, Sexton va rater un pénalité. Irlande, avec un pénal touche molle, essaie de pénalité tout de suite, carton jaune contre les Blacks, 25-24, toujours pour les Blacks. Encore un pénal touche molle pour les Irlandais, mais avant que ça soit aplati, un petit Jordy. Barrett empêche le grounding. Ça va être très important. 5 minutes à jouer, 4 points d'écart et 100 mètres à gagner pour Irlande. Et petit à petit, mètre par mètre, ça avance, avec la même violence qu'au début de ce match. Pas de faute, pas d'erreur dans ces dernières 5 minutes. Une seule action continue. Avia tente le grattage et c'est Whitelock qui va la réussir. Les Irish ne sortent pas de l'écart et Nouvelle-Zélande est en demi. Très beau match. Je râlais sur le premier, je suis content du deuxième. On l'avait dit, c'est les demi-finales avant l'heure, clairement. Hein. C'est les quarts de finale là, les quarts de finale entre poule A et B. Super haut niveau. La fin, bon, je prends un peu dans tous les sens. Hein. Je commence pas forcément par le début, mais la fin surtout m'a marqué avec cette Irlande qui lâche pas. Je restais 38 phases de jeu. C'était impressionnant. Il lâchait rien. J'ai beaucoup aimé. Juste pour la petite blague, parce que tu dis le haka a été sifflé. C'est vrai, mais du coup, figure-toi, Théo, que en défendant les siffleurs du haka, j'ai fini par te rejoindre dans cet agacement par rapport au haka. Je trouve ça ouf quand même que c'est un peu, j'imagine, c'est un peu comme s'il y avait des enfants, tu vois, qui étaient comme ça, et on dit, bah alors celui-là, t'es obligé de le regarder danser. Alors l'enfant ne veut pas. Si, t'es obligé de le regarder danser, mais en plus, tu fais rien pendant qu'il le fait. En plus, tu t'approches pas trop. Et en plus, si tes amis te soutiennent en criant dans le public, on va les engueuler parce que c'est pas cool. Voilà. Ça m'a fait marrer, mais j'aurais peut-être préféré qu'ils chantent, c'est vrai. Les Irlandais, ça aurait été peut-être un peu plus cool. Et du coup, on avait promis la correction à qui sifflait le haka de correction. Il n'a pas eu. L'Irlande aurait pu gagner ce match, ça aurait pas été volé, mais en tout cas le rugby a gagné ce soir parce que c'était un très beau match avec de très beaux enjeux. On a retrouvé nos Néo-Zélandais et malheureusement quelle tristesse pour les Irlandais. Je pense à mes amis qui y croyaient. Décidément, ils passent pas les quarts de finale, il doit y avoir une malédiction. Et voilà qui repartent sans passer l'écart alors qu'ils ont la meilleure équipe qu'ils n'ont jamais eue et ça fait 17 matchs d'affilée qu'ils gagnent, je crois. Très très dur pour eux. Très très dur pour eux, j'ai beaucoup d'empathie. Ouais, mais gagner 17 matchs d'affilée, ça suffit pas pour être champion du monde. La preuve. Faut pas se tromper de match à gagner, en fait. C'est celui-là qu'il fallait pas perdre. Et je pense que les Néo-Zélandais ont tout simplement pris le match par le bon bout. C'était effectivement un très beau match. Je pense que on voit aussi à quel point la Nouvelle-Zélande avait besoin de son capitaine Sam Cane pour être au meilleur de sa forme. Et il faut pas oublier, quand on avait battu, nous les Blacks, en ouverture, Sam Cane était blessé, il ne jouait pas. Et je trouve que dans la détermination du jeu d'avant, notamment, la présence de Sam Cane, on le sent, elle est déterminante. Il a été pendant tout le match vraiment au four et au moulin. C'est un peu pour lui aussi une petite vengeance personnelle. Hein. Peter O'Mahony, il y a 2 ans, l'avait qualifié de sous-Richie McCaw. Je pense que c'était une erreur de jugement. Et je pense que là, il a tout simplement remis les pendules à l'heure. Après, moi, ce que je dirais aussi, c'est que je trouve que Sexton, qui est évidemment un grand joueur, a pas fait un grand match. Et il a un jeu quand même incroyablement stéréotypé. Il fait à un moment un crochet, un double crochet en deuxième mi-temps, mais c'est quasiment le seul du match. Et pendant tout le reste du match, il fait coup de pompe et courroie de transmission. Ben, c'est pas suffisant. Voilà, je trouve que c'est insuffisant. Il rate en plus 3 points, une pénalité, ce qui est pas dans ses habitudes. Donc
Voilà, je trouve que la victoire des Blacks n'est pas volée. C'est horriblement dur pour le peuple irlandais et c'est vrai qu'on en a un peu marre de la suprématie des mêmes équipes et on n'a pas fini d'en parler de la suprématie des équipes qui nous gonflent. Et c'est vrai que ne pas voir l'Irlande en demi-finale ou en finale de cette Coupe du Monde, même pour nous qui ne sommes pas irlandais, qui sommes français, c'est un crève-cœur. C'est un crève-cœur absolu. Mais c'est pas volé. Oui, quand tu reparles de Sexton, c'est vrai, je m'étais fait cette réflexion aussi. Il y a des leaders habituels qui étaient pas au rendez-vous aujourd'hui, qui étaient pas au rendez-vous ce samedi-là. Et quand Sexton rate ses 3 points au pied, je me suis dit c'est cuit pour l'Irlande, quoi. C'est vraiment un signe quand t'as des joueurs comme ça qui ratent là où ils excellent. Ça donne des indications sur l'état d'esprit de l'équipe, je trouve. Et en effet, ça a un peu marqué. Je voudrais passer une petite dédicace parce que non seulement c'est triste de se priver des Irlandais sur le terrain, mais c'est vraiment, vraiment triste de se priver des supporters irlandais tout autour des terrains qui nous ont quand même régalé depuis le début de sa Coupe du Monde. Et je passe une petite dédicace à Swazik de la Taverne des Corrigans où j'ai vu ce match qui a hurlé son amour pour les Irlandais. Et s'il vous plaît, gagnez ce match pour le business, a-t-elle dit. T'imagines le chiffre d'affaires des pubs irlandais à Paris, c'est un truc de... Moi, j'étais d'accord sur Sexton, je trouvais qu'il était en marche rapide. Hein, il faisait... J'avais pas vu grand-chose en fait de lui, j'étais un peu étonné. Il courait pas de tout. L'autre chose qui m'a vraiment surpris, c'est qu'ils ont quand même gagné avec 2 cartons jaunes. C'est vrai, ça renforce effectivement le côté mérité de cette victoire. Il joue quand même 20 minutes à 14, tu as tout à fait raison Thierry. Et l'autre aussi, c'est que Lowe, qu'on a l'habitude de voir, il était bien coffré, en fait. Normalement, c'est leur joueur de super qualité. Et devant, en fait, on a l'habitude que les Irlandais nous marchent dessous et tout ça. Ben, en fait, quand tu as Tad Furlong, il tape quelqu'un, ben, en fait, il rebondit. C'est assez étonnant, en fait, quelque part. La dernière chose que j'ai notée, qu'il y avait beaucoup de joueurs dans ce match, avec beaucoup de cheveux gris, quand même. On dirait le pack de potes, hein, Théo. Ouais, juste un petit mot. Au moins 203. Lowe, c'est aussi un joueur néo-zélandais. Hein. Je pense que pour lui, même si c'est devenu un Irlandais d'adoption en équipe d'Irlande, je pense que ça doit quand même être des matchs très particuliers. Et je pense aussi que les Blacks l'avaient ciblé et refusaient absolument de perdre avec la classe d'un Néo-Zélandais dans une équipe qui n'est pas celle de Nouvelle-Zélande. Donc c'est certainement un contexte particulier. Et j'ajoute aussi que les grands joueurs sont là dans les grands matchs. Et peut-être qu'aussi les grands trios sont là dans les grands matchs. Et n'oublions pas que papa et maman Barrett, 3 rejetons sur le terrain qui font tous les 3 un très gros match. Donc la fratrie Barrett avec un deuxième ligne et 2 joueurs qui jouent derrière, à ce niveau-là de performance, d'implication, de qualité technique, de leadership, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire qui mérite d'être noté. 3 frères sur un match comme ça, c'est assez incroyable. Donc Jordi aussi qui fait on va dire le plaquage qui sauve l'essai aussi. Ce qui est marrant aussi, moi j'ai noté bien sûr, je regarde que des deuxièmes lignes, hein, les mecs maintenant, je vous connais. Et je trouvais Scott Barrett à la fin, il faisait des actions de folie quoi. Tu vois, à 5 minutes de la fin, il a fait tout le match. C'est un joueur exceptionnel. Incroyable. Allez, dimanche, il y a Angleterre-Fidji, match avec un petit touche français, comme il y a l'arbitre Mathieu Reynal. Super beau stade, ce stade de Marseille. Je suis jamais allé et ça me donne envie. Les Fidji, ils sont dans un maillot, on va dire, stade français. Swing Low, Sweet Chariot qui couvre le CB de Fidji. J'espère que ce match suit le même trajet que l'autre. Première attaque anglaise et ils ont travaillé la tactique, je pense, car ils sont dans un espèce de V-formation. Les Fidji, ils font le truc où ils courent vite avec le ballon et plaque dur. Le 10 Fidji qui tente des choses sans succès, mais l'Angleterre gratte un ballon et ils sont tout contents. Le premier 3 points, c'est pour eux. Le penalty touche molle pour les Anglais, ça fonctionne bien. Tuolagi va manquer par la suite 8-0. Marcus Smith veut montrer ses cannes. Mauvaise idée face à Tuisova et ses copains. Ça va être une longue journée pour lui. Fidji a une autre opportunité grâce à des gros plaquages sans les mains par Tom Curry, mais pas de jaune pour lui. 8-3. Les Anglais sont à l'attaque et ça va bien pour eux, même si Fidji plaque un peu haut. Le centre marchand va marquer 15-3. Marcus Smith se fait bien amocher avec un tête contre tête, carton jaune pour le 14 Fidji. Tuisova y passe, Botia y suit et la 8 va marquer après un joli feinte de passe, 15-10, toujours pour l'Angleterre. L'intensité de ce match va monter avec des plaquages sympas sur Itoje et Laws. Mais même si on ne veut pas que l'Angleterre gagne, ça va dans cette direction avec 2 pénalités de plus, 21-10 pour le mi-temps.
Deuxième mi-temps, Gange est un peu chiant. Fidji n'arrive pas à avoir le ballon et quand ils l'ont, ils n'arrivent pas à la garder longtemps. Les Anglais sont un peu marqués quand même par leurs adversaires. Ils ont le goût de sang dans leur protège-dents. Mais ils marquent encore 24-10. À 59 minutes, Botia et Curry, ça chauffe. Et finalement, non, rien à voir ici. On se rit, on se tape sur le dos. J'adore ce sport et bravo à l'arbitre. Retour au match, Joe Marler est traité comme un fashion victim par le commentateur. Grosse séquence de Fidji, Wasseya avance sur le côté, le talonneur remplaçant va le marquer 24-17. Ça revient. Radradra avec le ballon et le pauvre Marcus Smith, il va prendre cher. Fidji rate la pénalité, mais quel essai par la suite par la 10. 24-24 à 9 minutes, match de fou. Et non, drop de Farrell et ça passe 27-24 pour l'Angleterre. Comme hier, match super intense, 30-24 vers la fin. Ça me fait penser à Galles-Fidji au début de ce tournoi. Fidji avec une dernière opportunité, mais a besoin de faire un essai transformé. La défense anglaise est en place, ils font reculer les Fidji. Méga dernière chance pour Fidji, mais non, quel dommage pour eux, ils s'enfondrent. Sorry guys, but Angleterre gagne 30-24. Sur cette dernière action en particulier, moi je veux vraiment servir sur l'action où l'Angleterre finit par arrêter les ambitions fidjiennes en grattant le ballon. Ça fait partie d'un Coupe du Monde et dont on va très certainement parler un peu plus tard. Sur des incohérences arbitrales, je trouve, c'est un peu dur dans une Coupe du Monde qui est la vitrine où on peut inviter des gens qui sont pas forcément très rugby à observer ce sport et à le comprendre. C'est un peu dur de montrer qu'il y a tellement de faits de match, surtout sur des quarts de finale aussi serrés, les 4 ont été très serrés, qui reposent sur de l'arbitrage. Pendant les poules, on a déjà parlé un peu de l'arbitrage. Là, en l'occurrence, il faut vraiment qu'on m'explique comment les Anglais ont pu récupérer ce ballon en grattant dans un ruck formé. En fait, clairement, il y avait plus de 2 joueurs fidjiens et l'Anglais récupère le ballon comme ça, l'arbitre siffle en sa faveur. Et j'ai pas compris. J'ai trouvé que sur le match en général, les Fidjiens n'avaient pas été trop aidés. Après, en soi, voilà quoi, les Fidji ont quand même déjà accompli le miracle d'éliminer l'Australie et d'arriver jusqu'en quart de finale. Leur Coupe du Monde est réussie. On a espéré mieux pour eux, mais ça va faire plaisir à Christophe. Bien que j'ai parié sur leur victoire la semaine dernière, c'était plus par espoir que par réelle rationalité. Mais après, de toute façon, toutes mes prédictions pour ces quarts se sont avérées fausses. Et j'en suis très malheureux. Mais en tout cas, les Fidji nous auront bien régalé et l'Angleterre est la dernière nation du Nord à porter les couleurs de l'Europe en Coupe du Monde. Ouais, il faut avant tout, c'est vrai, saluer le parcours de ces Fidjiens qui viennent perdre ce match-là. Ils auraient aussi bien pu le gagner. Malheureusement, ils manquent de maîtrise. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de remonter à 24 partout après avoir été menés 24-10. Donc, ils savent le faire, mais ils le font à contre-temps. Et je pense que courir après le score, revenir émotionnellement, physiquement, mentalement, c'est trop dur en fait, tout simplement. Cette fin de match, elle est, oui, un peu anecdotique. On ne sait pas trop comment ils justifient le grattage de ballon. Mais ils ont aussi, Franck Lomani, il a quand même raté 2 pénalités faciles. En quart de finale de la Coupe du Monde, c'est pas possible. Donc, ce qui est instructif, c'est que ces Fidjiens peuvent rivaliser avec les meilleures équipes du monde. Maintenant, c'est un défi immense et presque insoluble pour un pays qui est composé de 300 îles et de 900 000 habitants. Il faudrait que cette équipe passe presque un an à vivre ensemble pour arriver à acquérir et à conserver dans la durée l'expérience collective que les grandes nations du rugby arrivent à acquérir en jouant beaucoup avec des infrastructures qui leur permettent de progresser et de gommer leurs défauts. Et on voit, et on va le voir après, que même les grandes nations, entre guillemets, comme les Français, ne gomment pas forcément leurs défauts en prévision des grands matchs. Donc pour eux, c'est encore plus dur. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut surtout pas bouder notre plaisir pour ces Fidjiens, parce que être en quart, c'était déjà très beau. Ils nous ont fait rêver, ils ont fait honneur à leur maillot, à leur manière de jouer, à leur manière d'être, tout simplement. Est-ce qu'un jour, ils arrêteront d'être fantasques et donc un petit peu irréguliers pour être sur le toit du monde? On peut que leur souhaiter, mais on peut aussi en douter, malheureusement. Oui, c'est marrant comme tu dis, parce que ça fait au moins 4 matchs avec ce match inclus, où ils couraient à la fin du match pour soit gagner ou rester en tête. Et chaque fois, c'est ça, c'est un manque de maîtrise totale, ouais. Mais pas un manque de talent.
ni un manque d'énergie, ni un manque de cœur. Voilà. Bon défense quand même d'Angleterre, il faut le dire. Et j'ai noté un truc tactique, je suis fier de moi. J'ai noté que Itoje, en fait, chaque fois qu'il y avait un touche, j'ai noté qu'il plaquait immédiatement, mais en fait, il tirait le mec qui avait le ballon avant qu'il puisse le donner à le mec derrière. Il tirait vers lui. Et au début, je disais, en fait, est-ce que c'est légal parce que c'est écouler le maul? Mais en fait, je pense qu'il faisait avant que ça fasse vraiment un maul, en fait. C'est vieux, Thierry, comme comment ça méthode, ça. Ça fait très longtemps qu'on fait ça. Même moi, ouais, quand je jouais en Pro attends, mais moi, on le pour un faisait. Américain, c'est pas mal. Et effectivement, l'astuce de cette manière de défendre, c'est que tu n'écroules pas le maul puisqu'il n'y a pas encore maul. Tu fais tomber le joueur avant qu'il soit en contact avec ses partenaires. Et comme toi, tu n'es pas en opposition avec eux, il n'y a pas encore maul non plus puisque tu le touches avec les mains, pas avec l'ensemble de ton corps, tu n'es pas au contact, tu le fais simplement tomber. À l'époque, il y a très longtemps, à la CBB, et je suis sûr qu'ils s'en rappellent, il y en avait une aussi qui s'appelait la 007. Ouais. Donc là, le talonneur envoyait le ballon n'importe où et tout le monde arrosait son vis-à-vis. C'était une autre technique. Mais ça a été, je crois, jugé non conforme. Ah, bizarre. Mais je suis sûr que c'était diablement efficace. Pas mal. Bah écoute, ouais, comme tu dis, triste de voir cette équipe de Fidji partir. Charlie, t'avais parlé des mollets de Tuisova. Pour moi, c'est toujours les muscles entre l'épaule et Les la nuque. triceps. Ouais, ça s'appelle quoi? Des Les traps? Les trapèzes, pardon, Non, les non, triceps. des traps. Les les trapèzes. Oh, mais c'est des trucs de dingue chez lui. Bah, et Fidji, c'était un vrai plaisir de vous voir jouer et l'Angleterre va passer. Allez, on va parler de notre match à nous. Ça démarre avec Olivon et Adrid qui va tout droit devant. Nous aussi, on sait faire mal. Un mol de dingue avec Uno Antonio devant. Le petit passe de Pono, c'est Cyril Bay qui va marquer l'essai à 3 minutes. J'ai jamais vu la France avec la rage comme ça. 7-0. Après, il y a Movaka qui perce. On va marquer le deuxième. Et puis, Etzbet, le deuxième ligne de l'Afrique du Sud. Il saute et il touche le ballon. C'est pas en avant, dit l'arbitre qui s'appelle Ben O'Keefe. Allez, ballon Sudaf et gros chandelle. Et merde, le 14 chip le ballon, essaye direct. Erreur de curvature par la France, 7-7. Chandelle par Dupont, hyper bien tapé. Ça finit dans les mains de Movaka. Impossible de prendre des notes parce que ça va tellement vite. Ramos au pied pour Louis Bébé, c'est juste court. Ballon pour les Sudaf et donc bien sûr Chandelle. Encore un rebond favorable entre les mains de Woki. C'est Dele Andey qui récupère et il va marquer après 12-7 pour eux. Pas grave, on revient à la charge. Bras de fer entre Colissi et Dupont, et c'est Dupont qui la gagne. Il va mettre Movaka dans le coin pour un essai, mais Chelsea Kobe va nous calmer un peu. Il contre la transformation de Ramos du jamais vu. 12-12. Quel match, mais il touche pas un autre Dupont quand même. Je parle à toi, le numéro 13. Petit en avant par la France, essai de pure vitesse par Colby. Il faut aucune erreur pour gagner ce match. 17-12 pour eux. Pono va nous égaliser? Non. Tout en force? Oui. Doublé pour Cyril Bay. On va gagner ce match 19-19. Mais arrête de voler et ils prennent le mêlée. Tiens, j'ai jamais vu. Il y a un truc tactique qui se passe ici. Mais la dernière opportunité, c'est à nous. Etzbet avec de gros pénalités. Coup de boule contre notre gros, beau et barbu Uni Antonio. Ça va coûter cher, j'espère. 22-19 pour nous pour le mi-temps. Bon, Charlie, je t'ai vu hocher la tête plusieurs fois. Oui. Bon, bah, je vous ai prévenu, hein, je vais être râleur et amer. Et j'ai le seum. Il est bougon. Voilà, exactement. Et non, c'est juste quand t'as dit oui, Colby qui va contrer la transformation, on n'a jamais vu ça, mais on n'a jamais vu ça parce que c'est pas légal. C'est pour ça qu'on n'a jamais vu ça. Il part avant que le botteur n'amorce son bottage. Donc voilà, tout le monde dit ça, c'est incroyable, il est super rapide. Ouais, c'est assez incroyable, parce que c'est pas possible. Donc premier agacement, voilà. Après, en vrai, sur cette première mi-temps, les Français m'ont énormément impressionné. Ce début de match était dingue. Le maul, prendre les Sud-Africains sur les gros, c'est pas facile, c'est rarement vu. Et là, le maul qu'on leur a mis, mais mon Dieu, je hurlais de plaisir. Et c'était plutôt de bon augure pour la suite. C'est pas compliqué, on les a jamais vus reculer comme ça sur un maul, je pense, dans l'histoire des confrontations contre les Ouais, c'est ça, Sud-Africains. c'est alors, on parlait tout à l'heure de l'Irlande, mais quand Johnny Sexton rate une pénalité, ça sent mauvais pour l'Irlande. Pour moi, quand le maul sud-africain recule, ça sent très mauvais pour l'Afrique du Sud. Il y a des signes comme ça qui devraient ne pas tromper. Malheureusement, l'histoire m'a donné tort. Ouais, c'est une première mi-temps qui démarre comme dans un rêve, parce que le premier essai, il est tout simplement magnifique.
est exceptionnelle. Malheureusement, on est douché assez vite parce que on doit quasiment être à 14-0 et on se retrouve à 7-7. Et c'est pas du tout la même musique parce qu'à 14-0, c'est pas le même match. C'est tout Sudaf qu'ils sont, avec l'enthousiasme qu'on avait mis. On se serait retrouvé dans une position tout à fait différente. Et la faute présumée d'Etzebet, on ne sait pas s'il y a en avant sur ce bout de tapage de ballon qu'il fait sur la dernière passe où il aurait pu avoir l'essai du 14-0. La vérité, c'est que il est incroyable que Ben O'Keefe ne demande pas la vidéo pour le contrôler. C'est absolument incroyable. Et moi, je dis pas que Ben O'Keefe est un mec malhonnête. C'est pas vrai. Évidemment qu'il est pas là pour faire gagner Juste les un Sudaf compétent. avec une petite idée dans sa tête. Non, je dirais même pas ça. Mais on a mis au rugby, parce qu'il y a beaucoup de règles et que l'arbitrage du rugby est très difficile pour un seul homme, on a mis des assistances vidéo qui ont fait leurs preuves sur la sportivité, sur la sécurité des joueurs. Ce sont d'excellents dispositifs qui font l'honneur de ce sport. Sauf que quand les mecs dans la cabine, ils ont pris du thé mestache et parce qu'ils foutent, ils sont censés pouvoir l'appeler. Ils lui disent « Ok, il y a essai à l'autre bout du terrain, 80 mètres plus loin, mais on va quand même vérifier ce qu'a fait Etzebet au début de l'action. Et no try, si jamais c'est en avant. » On voit pas bien, mais je pense qu'avec 2-3 angles de vue, il eût été possible de voir. Et franchement, cette action-là, elle détermine et elle change complètement le cours du match. Parce que 14-0 ou 7-7 en quart de finale de la Coupe du Monde avec une pression pareille, c'est pas du tout la même chose. Donc, c'est série 14-0 avec un carton jaune aussi. En plus, avec un carton jaune. Donc, c'est absolument incroyable. Maintenant, il faut quand même pas non plus nier le fait que les Sudaf ont très bien joué le coup sur les chandelles et que sur 2 actions en première mi-temps, malheureusement, Fickou et Woki, qu'on adore, se sont troués comme des cadets et on leur a donné 2 essais. Jamais on doit se faire trouer sur ces chandelles. Jamais de la vie. Et Erasmus, on sait que c'est un entraîneur qui est un remarquable tacticien. Il a fait taper des coups de pied de grande qualité, très haut, très court. C'est-à-dire que les joueurs du fond du terrain n'ont pas la possibilité d'arriver avec de l'élan, faire des courses en prenant des appuis et aller très haut pour prendre ces ballons. Woki et Fickou, ils font quasiment dans la même position quand ils font cette erreur. Ils reculent un peu, ils savent pas trop. Il a vu une seule main au lieu de 2 parce qu'ils sont en déséquilibre, parce qu'ils reculent. Arrivé patatras, rebond un peu favorable, 2 essais. Donc ça, c'est quand même, le talent des Sud-Africains d'avoir tapé dans les bons endroits de la bonne manière. Et 2, on s'est troué sur ces ballons hauts. Ça, on peut quand même pas dire que c'est de la faute de Ben O'Keefe. Non, mais après Ben O'Keefe, je ne peux pas le détester puisqu'il porte le même nom que le chanteur de mon groupe préféré, Airborne. Donc, Oui, mais ça, c'est encore autre chose. Non, mais ce qu'il y a, c'est que moi, pour moi, là, j'y voyais aussi plus quelque chose de. Bon, déjà, c'est très dur quand, en effet, l'évolution du score et l'erreur aussi éventuelle aussi. Mais je trouve que on fournit énormément d'efforts pour aller chercher des points et à côté, eux, en un claquement de doigts, nous recollent aussi. C'est atroce. Donc, c'est un peu dur. Mais pour moi, là, c'est une défaite de tactique en fait plutôt. Je pense qu'ils nous avaient bien étudié, ils ont vu une faiblesse et ils ont insisté dessus. Et si normalement tu mets un essai comme ça, bah après on se ressaisit. Mais s'ils ont pu le faire 2 fois, c'est qu'il y a eu quand même une petite erreur plus globale que juste l'erreur individuelle des joueurs, je pense. Il y avait une faiblesse. Est-ce que sur ces ballons hauts, où aussi Louis Bielbiarré a été quand même pas mal testé, etc., est-ce que le costume n'était pas un peu grand pour un joueur de 19 ans? On peut toujours se dire, est-ce qu'il fallait pas remettre Villiers, qui est un véritable clébard et qui avait fait, même s'il avait un peu raté son match contre la Namibie, est-ce que ça aurait pas pu être une surprise aussi de protéger ce petit jeune-là, de mettre un joueur un petit peu plus aguerri? Peut-être qu'on peut se le reprocher. A posteriori, c'est tellement facile. Oui. Allez, deuxième mi-temps, Thierry. Ouais, et c'est pas le plus facile ce deuxième mi-temps non plus. La France va démarrer en force pour ce démarrage de deuxième mi-temps, mais 2 en avant, entrée de Faf de Clerc et Pollard et un Viking. Séquence 100% Dupont par la suite avec une course, un passe au pied et un grattage tout à lui, mais sans succès. Finalement, ça va être que un jaune pour Etzebet, je ne comprends pas. Nos bleus ont beaucoup d'énergie, les 3e lignes sont super, mais on perd toujours le ballon au mauvais moment. Il y a beaucoup de changements, ça va être les finisseurs qui vont décider ce fin de match. 50 minutes, on est dans leur 22, on va prendre des points, c'est une très bonne idée. Il faut dire que la défense des Springboks est très très rapide.
25-19. Le ballon dévisse sur le pied de Jalibert. Kobe nous fait des effrayeurs. Il est impressionnant ce monsieur. Finalement, quelques erreurs des Bucks. Ils reviennent par contre de notre camp. Mais c'est Charles qui va chipper la touche et après il snipe Colby. Ouf, on peut respirer un tout petit peu. J'aimerais voir un peu de Damien Penaud quand même. S'il vous plaît, les garçons, arrêtez avec des longues passes sautées. C'est une crise de cardiaque chaque fois. En avant dans nos 22, notre mêlée ne fonctionne plus et en 10 secondes, ils sont chez nous. Edsbet contre Jalibert, essaye pour eux. 26-25, les Bucks passent devant. Adrit est épuisé, on est dans le dur, les Bucks prennent le dessus. On revient à un petit point, Ramos loupe son coup de pied et ça va lui donner un mêlée dans notre 22. Mais on avance sur nos 5 mètres, on a 3 minutes pour gagner ce match, on gagne 50 mètres en 5 secondes et puis ça stagne. On va perdre le ballon et on perd ce match par un petit point. Comme c'est horrible ce sport, comme c'est dur. Un point, encore. J'ai eu des petits revivals d'une finale perdue d'un point aussi. Si proche, si loin. Je sais pas. J'étais vraiment abattu. Après, j'ai beaucoup ruminé sur. Il y a eu la France a fait des erreurs, c'est vrai. Il y a le coup de pied dévissé, Ramos qui loupe une touche. C'est des petits trucs qui à ce niveau-là de jeu pardonnent pas, clairement. On a parlé aussi de la première mi-temps sur ces ballons aériens où on s'est fait avoir et à la moindre erreur, vraiment, c'est chirurgical, la moindre erreur, on la paye, quoi. C'était dur. Ce match a été à la hauteur des attentes de combat, clairement, même si j'ai mon seum à moi, j'ai ma grande tristesse. Le rugby en sort vraiment grandi. On avait samedi soir le plus beau match de la Coupe du Monde. Jusque-là, je pense que dimanche, ça y est, c'est celui-là, le plus beau match de la Coupe du Monde. C'était vraiment incroyable. Les deux équipes sont rendues coup pour coup. Une fois passé un peu ce seum, on va dire, il faut quand même, je l'ai pas fait dans les conversations avec les copains, tout ça, mais je le fais ici. Il faut quand même vraiment saluer ces Sudaf. Ils sont là à la place qu'ils méritent, quoi. Ils sont vraiment super forts. C'est les champions en titre. Ils nous ont bouffé tactiquement. Ils sont féroces et solides. Il y a rien à dire. On a vu un beau match, mais on a rivalisé. On n'est pas passé loin. Quand je parlais de somme, c'est parce que le premier truc qui est ressorti, c'est Dupont en conférence de presse qui pointe l'arbitrage, pas l'arbitre. Attention. Et je peux comprendre que justement là, je parlais de deux équipes qui sont toutes les deux très fortes et que la moindre erreur peut coûter très cher. Et à un tel niveau d'égalité quelque part et quand une petite erreur coûte autant, même les erreurs d'arbitrage finissent par coûter énormément. C'est-à-dire qu'on perd d'un point. La transformation dont on parlait tout à l'heure, qui aurait dû être, encore une fois, moi je te rejoins Théo, c'est all right, c'est pas grave, tu l'as pas vu, ok, il y a des trucs, mais TMO, putain, toutes les matchs de poule étaient sans arrêt interrompus par l'arbitrage vidéo. Et là, tu as quand même un truc, tu as une espèce de petit lutin qui apparaît comme par magie sur le buteur au moment où il va buter. Et on se dit, oh putain, il doit courir vite. Ben non, mais vérifie, qu'il n'y a pas un truc qui va pas bien avec ton arbitre vidéo. Donc, là-dessus, il y a vraiment une leçon que doit prendre absolument World Rugby sur un match comme ça. Il y a trop d'enjeux pour perdre d'un point avec autant de potentielles erreurs qui auraient pu être vérifiées. Je pense que c'est pas à cause de ça. On refera pas l'histoire. De toute façon, ce match, il est perdu. Il est perdu. Les Sud-Africains ont gagné. Mais quand tu listes la première faute d'Edzebet qui est douteuse, le coup de tronche de Dutoit sur un déblayage sur Danty qui est douteux, l'arrivée du centre coude en avant sur la tronche de Dupont qui est douteux. Le dernier grattage de Poga Smith qui a fait une super rentrée, mais son dernier grattage, c'est horrible. Il a les mains au sol avant de gratter. C'est pénalité contre lui. Et c'est là que Pollard met les 3 points où il passe. Enfin, c'est vraiment trop dur, quoi. Donc, je pense qu'on a déjà fait des pas de géant dans l'assistance aux arbitres dans ce sport qui est difficile à arbitrer. Et encore une fois, Ben O'Keefe, notamment sur le dernier grattage, je l'ai revu au ralenti, il est de l'autre côté. Donc je pense que la main de Poga Smith pour la prise d'appui avant le grattage, sincèrement, il ne la voit pas. C'est une évidence. Donc arrêtons les histoires de complot. Il n'y en a pas. Par contre, le TMO doit venir au secours de ces arbitres et ils doivent être beaucoup plus briefés en amont d'un match comme ça. J'ai lu qu'il était critiqué que ce soit 3 arbitres de la même nationalité
qui soient et sur le terrain et au TMO, parce qu'ils peuvent avoir pas envie de dédire leurs copains. Je sais pas si c'est vrai, mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose à réfléchir là-dessus aussi. Et en tout cas, sur un match comme ça, que tu finis par perdre à un point, c'est une frustration absolument épouvantable et atroce. Mais n'oublions pas que, un, les Sudaf ont bien joué le coup. Deux, on a fait de grosses erreurs en première mi-temps. Trois, notre banc et nos finisseurs n'ont pas fait le job. Quand celui des Sudaf a été énorme. Le coaching a été fait à un meilleur moment avec des joueurs qui ont apporté énormément par leur fraîcheur quand ils sont rentrés. Les nôtres ont été communs, moyens, et le dernier ballon perdu, c'est Wardy qui se le fait arracher. Et ben, ça, malheureusement, c'est pas Ben O'Keefe qui lui a arraché non plus. Donc, c'est d'une cruauté totale et atroce. Peut-être qu'effectivement, à un poil près, si Ben O'Keefe avait été un peu mieux assisté par ses assistants vidéo, ce match, on l'aurait gagné. Et si on l'avait gagné, on ne l'aurait pas volé. Voilà. Donc, c'est affreux. Et comme on le dit, ce sont des regrets éternels. Rien ne nous rendra ce match. On a perdu ce match de la Coupe du Monde chez nous, dont nous, au Pack de Potes, on rêve depuis 4 ans. Tout le monde en rêve. Et faut pas se tromper, c'est comme les Irlandais la veille. C'est la meilleure équipe qu'on ait eue depuis dans l'histoire de l'équipe de France, cette équipe. Ouais. On le sait. Tu parles de regrets éternels, oui, ça tombait à point nommé, puisque la même semaine, je crois, la veille, il y a Saint-André qui est revenu sur son aventure 95, et avec des larmes dans la voix. Et bon, je vous invite à aller écouter. C'était vraiment une autre époque. Je pense que il faut pas forcément. Non, mais c'est pas ça du tout. C'est que je rebondissais sur le fait que tu dises que ça laisse des cicatrices à vie. Et en effet, 30 ans après, quand Saint-André en parle. 30 ans après, il a encore les trémolos, là. C'était pas pour revenir dessus, c'était juste pour comparer vraiment ce côté irréparable, en effet, d'une défaite aussi courte. Mais tu vois, Charlie, quand t'es en quart de finale, que c'est aussi serré, que tu fais rentrer tes piliers frais et que tu prends pénalité, bras cassés, ben c'est que là-dessus, t'es pas au rendez-vous. T'es pas au rendez-vous. C'est affreux à dire parce que Aldeguerri et Wardy, c'est des bons joueurs, mais c'est affreux, quoi. Oui, mais juste aussi, il y avait ça aussi justement sur la tactique que tu disais. On a dit en première mi-temps que on a été ciblé sur une zone où il y a 2 essais qui ont été marqués grâce à ce point de vue tactique. Et c'est pour ça que je ne critique pas. C'est juste que peut-être Galtier redescend un peu du piédestal sur lequel je l'avais mis. Bon, il a peut-être perdu là, en fait, disons comme ça. C'est peut-être que la défaite du match vient peut-être aussi plus de lui. Pour ces 2 essais de première mi-temps, on en parlait, et aussi dans sa gestion, on est des rentrées de remplaçants, en effet, parce qu'ils n'ont pas apporté. Est-ce que c'était pas les bons? Est-ce qu'ils sont pas rentrés assez tôt? Je ne saurais pas dire, mais en tout cas, oui, il y a eu un problème. Mais pour aussi te répondre sur l'amélioration qu'il y a sur le TMO à faire, enfin sur l'arbitrage à faire, c'est clair et net. Moi, ça m'a un peu agacé quand il y a eu pendant les phases de poule ce petit. On parlait un peu de est-ce qu'il faut faire une Coupe du Monde à 24 ou à 16, machin. Pour moi, c'est pas du tout là. Il y a plein d'améliorations à faire, mais arrêtez de penser au nombre d'équipes. C'est juste déjà améliorer l'arbitrage ou le rendre en tout cas plus cohérent, plus commun à tous les matchs, quoi. Et aussi, là aussi, je j'étais énervé, c'est que j'ai repensé, là, pendant ces 4 quarts de finale, à ces putains de barrages qu'on a eu il y a 3 ans, et au fait qu'il y ait eu les demi-finales en quart, avant l'heure, qu'à côté, il y a les autres quarts étaient tout pourris, et aussi, ça a un peu fraudé le truc, quoi. Ça aussi, c'est des points de vue à améliorer. Voilà. Bon, il y a un article qui est très intéressant sur l'équipe par rapport à la communication. Apparemment, ils ont revu juste de Dupont. Ils ont revu tout le match. De Dupont et l'arbitre en général. Une chose, c'est sûr, s'il y a beaucoup de personnes qui lèvent les mains toujours dans l'air, c'est pas une bonne signe non plus, en fait. Et c'est à nous, la France en tant que joueur, de dire, je peux pas juste lever mes mains dans l'air. En fait, il faut être capable de jouer ce jeu-là. Et moi, j'appelle ça un peu the big boy game. Tu vois, la France, jusqu'à là, elle était des golden boys, on est bon, on est super beau, mais en fait, on n'était pas méchants. Et en fait, oui, les Sudaf, ils avaient un peu de tendance de traîner un peu dans les rucks, ils avaient tendance
tendance de faire des gestes pas trop réglo. Et voilà. Et en fait, mais en fait, donc il nous manquait ça. Et je pense que c'est un de nos amis Seb qui a dit, il nous manquait un peu un Sudaf. Normalement, on a un Sudaf sur toutes les équipes. On a manqué le nôtre. On manquait un peu de poids, un peu de méchanceté. Et peut-être la prochaine fois que ça revient, moi, j'aimerais bien que la France soit, on va dire, avec ce petit air qu'on n'aime pas chez les Anglais ou chez les autres, qui sont un peu, nous, on va gagner, on va faire, ça va faire mal. Le problème, Thierry, c'est que ça dépend aussi du mood dans lequel est l'arbitre et dans lequel il décide d'arbitrer. C'est-à-dire que la coloration que Ben O'Keefe a donnée à son arbitrage, c'était un arbitrage assez permissif, alors que souvent c'est un arbitre qui est au contraire assez tatillon. Et il a été assez cohérent pendant tout le match en laissant notamment les Sudaf dans les rucks ralentir la sortie du ballon. Il les a peu sifflés, il communiquait avec eux, il disait « arrêtez, poussez-vous » et ils arrêtaient, ils se poussaient. N'empêche qu'ils avaient ralenti. Et les Français n'ont pas pris le risque de faire la même chose, de ralentir dans les rucks, de se mettre au diapason là-dessus. Et je pense que c'est probablement une erreur d'adaptation stratégique. Maintenant, c'est presque impossible à faire. Et on peut pas être, quand on est même sur le banc, sur le côté, leur dire les gars, trichez un peu dans les rucks. C'est pas tellement possible. Mais c'est ça qui va pas. C'est que soit la règle, elle est définitive, elle est claire, on n'a pas le droit de ralentir les ballons dans les rucks, soit on a un peu le droit. Mais ça, c'est un vrai problème qu'on a vu sur ce match-là, qui n'est absolument, à mon avis, pas acceptable. D'autre part, et je terminerai là-dessus, parce qu'on pourrait en faire 2 heures sur ce match, honnêtement, mais quand Edzebet prend quand même son carton jaune, on marque pas pendant qu'il n'est pas là. Ça va pas. On est en supériorité numérique. C'est un temps fort. Pourtant, on n'arrive pas à marquer. Ça va pas. Quand on est à 29-25 et qu'on décide de revenir à 29-28 avec 3 points à la 70e, est-ce que c'est la bonne opération d'être à -1, de rester derrière? Est-ce qu'il faut pas aller en touche, marquer et passer devant? J'en sais rien, c'est facile à dire après, mais j'ai un doute là-dessus. Est-ce qu'il fallait faire ça ou est-ce qu'au contraire, il fallait leur dire on n'a pas peur, on vous a poussé devant, on sait le faire et on va aller marquer? Je sais pas. Et puis, ce coup de pied dévissé de Jalibert, il m'a fait penser à ceux de Michalak en 2003 contre l'Angleterre en Australie. T'étais pas né, Charlie, quasiment, donc tu peux pas t'en souvenir, mais il avait tapé des chandelles qui rentraient dans son camp, Michalak, j'avais jamais vu ça de ma vie. Et ce coup de pied en pénalité qui repart en arrière, à ce niveau de la compétition, Jalibert, mentalement, ils ont quand même craqué. Je ne peux pas leur reprocher, parce que c'est un Himalaya dans lequel ils étaient. Et je suis personne pour dire que j'aurais fait mieux. N'empêche que c'est un craquage mental et que Boden Barrett ou Dan Carter n'auraient jamais fait cette faute-là. On est obligé de se le dire. C'est pas faux. Après, pour le coup, Michalak, il avait 18 balais, quoi, aux 19 ans quand ça est arrivé, donc c'est un peu plus normal de craquer. C'est vrai. Et, mais par rapport aux 3 points, moi, on en a parlé avec les copains, j'étais plutôt pour cette décision parce que tu restes après, tu as 10 minutes pour retourner dans leur camp et tu es à possibilité d'une pénalité. Remettre une pénalité ou un drop. Bien sûr, mais c'est pour ça que ça se justifie. Mais c'est vrai que par rapport au craquage, moi j'ai remarqué, parce que j'ai en effet lu, c'était dans l'équipe, il me semble qu'ils ont écouté le micro de l'arbitre pour voir ce qui s'est passé. Et en fait, Dupont est dans la gestion et en fait, on sent dans ces échanges que Dupont ne comprend pas. Comment dire, pour lui, en fait, la règle, c'est la règle. Et en fait, il est juste super étonné de l'arbitre. Il dit, mais en fait, c'est pourquoi vous le faites pas? Et au lieu, il va pas chercher le big boy game. Mon ticket, c'est le vice. Chez nous, on appelle ça le vice, être vicelard, un peu viceleux. et lui, il va pas chercher ce vice. En fait, c'est juste, mais enfin, c'est comme ça. Pourquoi tu fais pas comme ça doit être? Et c'est vrai qu'il y a un côté, c'est beau, l'innocence. Il ne comprend pas en fait pourquoi on va pas dans les règles. Et il y a un côté un peu mignon. Mais moi je comprends son agacement en fait. Franchement, ces rucks, c'était enfin, comme tu dis Théo, oui, l'arbitre le voyait, donc c'est bon, j'ai vu. Bah oui, mais fais quelque chose alors, parce qu'en fait Dupont est allé voir l'arbitre pour lui dire j'aimerais beaucoup pouvoir jouer jouer mon ballon, mes ballons, Et le type lui dit oui, je surveille. Bah oui, enfin surveille, cool, mais en fait fais quelque chose pour que je puisse jouer au rugby quoi. Pour moi ils étaient tellement, il y a eu que la France soit éliminée, que le Fidji soit éliminé. Enfin c'est un peu le beau jeu a perdu ce jour-là, c'est le dimanche. Ouais.
Quand même, il faut dire qu'on était 0 pour 4. Ah, zéro. Mais ça Zéro pour m'énerve. quatre. Mais c'est zéro parce qu'en fait, c'était plus un espoir que du réalisme. Mais parce que là, on va se retrouver. Il y a une consanguinité dans Ouais. cette Coupe du Monde. C'est J'avais pas dit les Argentins, moi. Ah, ça avait peut-être dit Non, les Argentins. C'est parce que tu avais dit Pays de Galles. Ah oui. Mais on se retrouve encore avec les mêmes. C'est chiant. Il va y avoir la finale. Ça va être encore un type qui va rajouter une quatrième. Mais non, mais c'est vrai. Il y a 10 Coupes du Monde. Non, maintenant la vraie question, c'est est-ce qu'on est pour l'équipe européenne qui reste ou est-ce qu'on a juste envie qu'il se fasse éclater par les Sudaf? Moi, je veux que tout le monde perde. Voilà. C'est la vraie question. Avant d'aller jusque-là, je dirais une chose, c'est que je suis d'accord. Mais Dupont, il était incroyable dans ce match. Il y avait un moment où il a fait ce bras de fer avec Colissi, où il arrache le ballon. Après, il y a un moment où il plaque Esbet, mais comme un fou. Mais c'est un mec incroyable. Il a fait un très gros match. Esbet aussi, il faut dire que c'était. Il y a même Thierry Henry a salué le match de Dupont et sa Coupe du Monde. Je ne sais pas si vous avez vu, là, il a été interrogé. J'ai pas vu Thierry Henry. En revanche, j'ai vu un petit dessin humoristique avec Napoléon sur les falaises d'Étretat et qui jumelle vers l'Angleterre et qui dit bon, bonne nouvelle, si on envahit l'Angleterre, on peut rejouer les Sudaf en demi. J'aime bien, mais malheureusement ça n'arrivera pas. Faut dire quelque chose sur Thierry Henry. En fait, aux États-Unis, quand j'ai grandi avec le nom Thierry, personne ne savait le prononcer. Terry. Et, parce qu'il n'y avait pas un Thierry. Oui, c'est Terry, T-E-R-R-Y, mais pas T-H-I-E-R-R-Y. Donc les gens disaient, mais comment tu prononces? Et donc c'est Theory. Tu vois, c'était impossible pour tous mes copains, les profs, tout le monde. C'était impossible à prononcer. Et finalement, quand je suis venu en France, voilà, Thierry Henry commençait était super connu. Et même les Américains, c'est qui c'est Thierry Henry, en fait, maintenant. Donc, ils peuvent maintenant prononcer mon nom aux States. Allez, c'est fini. Moi, hier, j'ai senti comme j'avais 19 ans et j'ai cassé avec ma copine. C'était horrible. Aussi, il y a le retrait de Yuni Antonio aussi et Tao Fifenois. Ils vont tous les deux prendre leur retrait internationaux aussi. Donc, on les remercie, bien sûr. Bon, je pense que les garçons, il faut aller vers la semaine prochaine parce que quand même, il y a deux matchs. Envie. À vous de nous dire qui va gagner contre Nouvelle-Zélande et Argentine. Et après, qui va gagner entre Angleterre et Afrique du Sud. Charlie, vas-y. Bah, tout était écrit quand j'annonçais les demi-finales en quart. C'est que pour moi, les gagnants des matchs de 21h de ce week-end vont être les finalistes. Hein. Donc moi, je vois la Nouvelle-Zélande passer. Et l'Afrique du Sud, on va évidemment se tourner vers ces matchs. Et évidemment, ça va être des très beaux matchs. C'est juste que, voilà, quoi, on avait envie d'avoir le droit de rire un peu dans une actualité qui est toute pourrie. On avait toute la France derrière cette équipe, tout le monde suivait, il y avait un engouement, c'était beau. Cette Coupe du Monde est une réussite sur le plan. Il y a eu des matchs pleins, il y a eu des records de spectateurs devant des matchs de tiers 3. C'est énorme, tous les records ont été battus. On était derrière, on était heureux et on va se retrouver à mater du Four Nation. Quoi. Voilà, ça m'agace. Je râle, je boude. Non, mais tu as raison, on est maintenant obligé de se tourner vers 2027, puisque la bande à Dupont, faut pas l'oublier, reste une équipe avec une moyenne d'âge relativement jeune. Hein. Il y en a bien sûr qui vont descendre du train et d'autres qui monteront dans le train, mais le staff a été prolongé. Et je pense que il faut grandir en fait avec cette défaite qui est horriblement cruelle. Mais si on parle que de Ben O'Keefe, on se trompe. Si on avait fait un match parfait comme on en a fait plusieurs dans l'ère Galtier, on n'aurait pas perdu en dépit de ces errements d'arbitrage. Donc, est-ce qu'ils vont arriver à se relever, staff et joueurs compris? Là, ils sont dans une mare de sang et dans une rivière de pleurs, de larmes, et c'est normal parce que c'est atroce vu l'énergie qu'ils y ont mise. Mais est-ce que ça peut être le carburant et le moteur pour être champion du monde en 2027? On le saura en 2027. Et nous, le pack de potes, on sera là. C'est ça qui est bien, les gars. Oui, donc on va commencer à chercher nos sponsors. Donc Air France, si vous pour des billets en Australie, si ça vous tente de nous sponsoriser, on acceptera bien évidemment des vols gratuits pour aller en... Si on est sponsorisé, je peux m'y aller en bateau, moi, ça me dérange pas. La petite croisière, ça peut être pas mal. Ça nous donne le temps pour arriver. Exactement, on est bien préparé. Oui, alors, Charlie, la semaine dernière, tu as fait une super dédicace à un dénommé Thomas. Et figure-toi que cette semaine, on a eu un petit coucou de Frédéric Klein, super pote et meilleur pote de Thomas, qui nous dit qu'il a vibré en écoutant ta dédicace. Et tout simplement parce que, avec son pote Thomas, ils se sont offerts
les packages avec les matchs des Fidji. Et en même temps, ce pote Thomas, c'était son témoin de mariage, si j'ai bien compris. Et il m'a dit, donc, ma lune de miel, c'est la tournée des stades pour voir les matchs des Fidji avec ma femme. Et franchement, là, je dis, chapeau Frédéric, t'es le mec le plus fort. Arriver à emmener ta femme voir des matchs de rugby pour ta lune de miel, je dis chapeau. Je pense que après ça, même Charlie peut avoir envie de se marier. Et franchement, on adore cette histoire et on aurait aimé une petite photo. Ah, Maintenant, bon, les Fidji ne jouent plus, mais tu peux peut-être te rattraper quand même, Frédéric. bah oui, on t'attend, mon Fredo, photo. Mais d'ailleurs, si tu veux remercier ta femme de t'avoir accompagné pendant ces matchs de Coupe du Monde, bah, tu peux essayer aussi de lui offrir un cadeau rigolo. Et pour ce faire, rien de plus simple, on a les copains de la Plombée Rugby qui nous proposent un petit jeu sympa, un dérivé de la pétanque. Et sur leur page Instagram, tu peux aller participer à un jeu concours, c'est-à-dire si tu devines qui sera le vainqueur de cette Coupe du Monde, tu peux éventuellement gagner un jeu de la Plombée Rugby qui pourra ravir vos soirées de couple fraîchement mariés. Exactement. Tu pourras finir ta lune de miel en jouant à la pétanque d'intérieur. Allez les garçons, à très très bientôt, à la semaine prochaine. Ciao ciao. À la semaine prochaine avec un peu plus de sourire, espérons, et le rugby sera toujours beau et grandi par cette Coupe du Monde. Mais bien sûr, à la semaine prochaine, on sera là et on espère bien qu'on verra des superbes demi-finales qui sécheront un peu nos larmes. On vous embrasse.